Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui de la physiologie du cortex moteur et également on va parler des voies motrices ou bien les voies descendantes motrices. Le mouvement volontaire nécessite d'abord d'identifier et de localiser une cible, ensuite d'organiser un plan d'action et enfin exécuter un programme par l'intermédiaire d'une voie de transfert des informations aux motoneurones de la corne antérieure pour générer enfin le mouvement des muscles. Donc, toujours, lorsqu'on fait un mouvement volontaire, on doit identifier et localiser une cible. Par la suite, on organise un plan d'action, puis par la suite, on exécute le mouvement par la voie descendante ou qui va permettre le transfert des informations au motoneurone et du motoneurone vers les muscles effecteurs. On va voir successivement, on va voir l'organisation fonctionnelle du cortex moteur et on s'intéresse à l'odologie. Là, on détaille les voies motrices et on va terminer par une conclusion. Donc, pour l'organisation fonctionnelle du cortex moteur, il faut savoir qu'il existe trois régions motrices au niveau du cortex cérébral. On a l'aire motrice primaire, euh, qui correspond, ou bien MI, qui correspond à l'aire 4 de Brodmann. Et on a le cortex prémoteur, l'aire 6 et 8 de Brodmann. Et on a l'aire motrice supplémentaire ou le cortex moteur secondaire, M2. Donc, on a trois parties, l'aire motrice primaire, cortex prémoteur et l'aire motrice supplémentaire. Donc, vous voyez ici, c'est les différents lobes du cortex cérébral, à savoir le lobe frontal et vous voyez ici les deux scissures, la scissure centrale de Rolando et la scissure ici latérale. Et on a le lobe frontal en avant, on a le lobe pariétal et on a le lobe occipital. Ici, c'est le lobe temporal. Puis en bas, on a le cervelet et également ici le tronc cérébral également. Et c'est ça, les différentes lobes. Il y a également au niveau du lobe temporal à l'intérieur, il y a le lobe insulaire et c'est les différentes lobes du cortex cérébral. Donc maintenant, et vous voyez ici, c'est là où on trouve le cortex moteur. Donc on va les détailler par la suite, les différentes régions du cortex moteur. Donc on commence par le cortex moteur primaire, ou bien MI. Il est situé à la circonvolution frontale ascendante, au niveau du gyrus précentral. En avant des sillons de Rolando, il est caractérisé histologiquement par la présence dans sa couche 5 de cellules pyramidales géantes appelées les cellules de Petz. Donc, la localisation du cortex primaire, vous voyez ici, le cortex primaire, ici un petit peu en rouge, il est situé au niveau de la circonvolution frontale ascendante, vous voyez ici, et en avant, juste en avant de la scissure de Rolando.
ou bien suture centrale. Donc, c'est la localisation du cortex moteur primaire. Vous voyez ici également, c'est le cortex en rouge, c'est le cortex moteur primaire en avant des sutures. Ça, suture centrale de Roland, c'est juste donc au niveau du juris pré-central, au niveau de la circonvolution ascendante des lobes frontales. Donc, on va parler des expériences de stimulation du cortex moteur primaire. Donc, c'est les expériences ou bien ces expériences de stimulation permis d'infirmer ou bien de montrer que le cortex moteur est organisé somatotopiquement et cette organisation somatotopique, on trouve également, s'ajoute à cette organisation somatotopique, une organisation en colonne fonctionnelle. Donc, c'est quoi l'organisation somatotopique? C'est on a déjà parlé de la somatotopie pour le cortex somesthésique primaire. Et c'est à peu près la même chose. Cette représentation est proportionnelle à la valeur fonctionnelle de chaque partie du corps. Donc, par exemple, la représentation des muscles de la main ou de la face occupe une surface corticale plus grande que celle du membre inférieur. Cette représentation somatotopique donne une image déformée du corps, ce qu'on appelle l'homonculus moteur. Donc, on a vu au cours de la somesthésie l'homonculus sans étyle et ici l'homonculus moteur. Donc, et chaque partie et représente une partie du corps en fonction de la valeur fonctionnelle. Donc, et on voit ici, c'est à gauche, c'est le cortex moteur et vous voyez la représentation de la face et des mains et elle est importante par rapport à vous voyez, au membre inférieur. Donc, c'est par toujours la valeur fonctionnelle et donc la valeur fonctionnelle d'IMA et elle est responsable des gestes précis et tout. Donc, là, on a plus de motoneurones. Donc, c'est pour ça que la valeur fonctionnelle, elle est importante pour la main et également euh, pour la face également. Donc, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, à droite, c'est le cortex somesthésique. C'est l'homonculus sensoriel, bien somatosensoriel, au niveau du cortex somatosensoriel primaire qu'on a détaillé au cours de la somesthésie. Donc, à cette organisation somatotopique, il y a une organisation en colonne fonctionnelle. Donc, le cortex moteur est organisé en colonne fonctionnelle parallèle et perpendiculaire à la surface du cortex. Donc, chaque colonne constitue une unité fonctionnelle chargée de contrôler un muscle ou un groupe de muscles synergiques. Donc à cette organisation somatotopique s'ajoute une organisation qui est perpendiculaire comme ça,
où chaque colonne fonctionnelle est responsable de la contraction d'un muscle ou de groupe musculaire synergique. Donc, l'homonculus, vous voyez ici, et également s'ajoute une organisation en colonne fonctionnelle. C'est-à-dire, si on trouve ici un colonne fonctionnelle qui innerve un muscle ou bien plusieurs muscles synergiques, c'est-à-dire qu'ils font la même chose. On passe aux expériences d'illusion du cortex primaire que vous voyez lors de certaines maladies, par exemple l'AVC. Vous voyez au cours des accidents vasculaires cérébraux, vous voyez qu'on trouve habituellement une hémiplégie. Donc, lors d'une atteinte ou bien la lésion du cortex primaire, on aura donc une paralysie flasque. Donc, c'est la perte du contrôle volontaire du muscle fin, des extrémités des membres, des côtés opposés du corps de la lésion. Donc, cette paralysie, elle est toujours contralatérale, c'est-à-dire du côté opposé. On trouve également une hypotonie, une diminution de tonus musculaire sur tous les muscles fléchisseurs. Par la suite, on trouve également par la suite une hypertonie ou spasticité qui est une augmentation du tonus musculaire, se voit généralement par une atteinte des noyaux gris centraux, bien noyaux gris de la base. On trouve également un signe que vous allez le voir au service ou bien de neurologie ou bien lors du modèle de neurologie, c'est le signe de Babinski. Le signe de Babinski, on trouve à la simulation plantaire, entraîne une extension lente des gros orteils avec écartement au éventail des autres orteils. Donc, vous voyez ici, quand on écarte, on trouve une extension lente des gros orteils et avec écartement en éventail, que vous voyez ici. D'accord? Donc, alors qu'à l'état normal, quand il n'y a pas une atteinte du cortex moteur, on aura, vous voyez ici, une flexion du gros orteil. Donc, c'est la différence entre ici, lors d'une atteinte du cortex moteur. Et ça peut entrer ce qu'on appelle également une atteinte ou bien syndrome pyramidal. Donc, on passe au cortex prémoteur. Donc, il est en position en antérieur et latéral par rapport au cortex moteur primaire. Le cortex prémoteur a des connexions importantes avec le cortex moteur et les structures sous-corticales, telles que les noyaux gris centraux, le cervelet et le thalamus. Donc, le cortex moteur possède plusieurs connexions avec les structures, que ce soit le cortex moteur ou les structures sous-corticales. Donc, la localisation, donc vous voyez ici, ici c'est plus net, vous voyez ici, donc il est latéral, antérieur et latéral par rapport, vous voyez ici, cortex prémoteur, il est antérieur et latéral par rapport au cortex moteur primaire. Donc, la stimulation des aires prémotrices déclenche des séquences motrices complexes telles que l'émission de son, mouvement rythmique, mouvement coordonné des yeux, mouvement de mastication, de déglutition. Donc, si lors de la stimulation des aires prémotrices ou bien du cortex prémoteur, ça déclenche une séquence motrice complexe. Donc, plusieurs
choses à la fois. Des mouvements des yeux, coordonnées des yeux, d'émission de sang, mastication, déglutition, etc. Donc, le cortex prémoteur contient également l'aire de Broca, responsable de l'émission de son, de mots articulés plutôt. C'est pour ça, lors d'un accident vasculaire cérébral, on trouve une aphasie. C'est ce qu'on appelle l'aphasie de Broca. Donc, l'aire de Broca, on la trouve généralement d'un côté, elle est unilatérale, et généralement, donc, chez les droitiers, on la trouve à gauche. Donc, et pour les gauchers, on la trouve à droite. Donc, l'aire de Broca, elle est présente et unilatérale, c'est-à-dire si un malade fait un accident vasculaire cérébral et du côté gauche, il est droitier, donc on trouve une aphasie de Broca, ce qu'on appelle l'aphasie de Broca. Donc, une lésion de l'aire motrice, de l'aire prémotrice, plutôt, provoque donc une perturbation de la planification et de l'organisation de certains mouvements fins dans l'espace. Donc, l'aire prémotrice, une atteinte au niveau de ce cortex entraîne une perturbation de la planification et l'organisation de certains mouvements fins dans l'espace. Donc, c'est la planification et l'organisation. Donc, on passe à l'aire motrice supplémentaire, au cortex moteur secondaire. L'aire motrice supplémentaire est localisée à la face interne de l'hémisphère. Donc, vous voyez ici, c'est l'aire motrice supplémentaire. D'accord? Elle est localisée, vous voyez ici, au niveau la face interne de l'hémisphère. Donc, la simulation de l'aire motrice supplémentaire entraîne des mouvements gestuels complexes exigeant une coordination de plusieurs muscles. Ces mouvements sont bilatéraux et engagent le tronc et la partie proximale des membres. Donc, quand on stimule l'aire motrice supplémentaire, ça entraîne des mouvements complexes qui exigent une coordination de plusieurs muscles. Donc, également, se fait de façon bilatérale. Donc, une lésion au niveau de l'aire motrice supplémentaire provoque des désordres profonds affectant la coordination entre posture et mouvement et la coordination bilatérale également. Donc, l'aire motrice secondaire, ou bien l'aire motrice plutôt supplémentaire, a un effet surtout la coordination entre posture-mouvement et la coordination également bilatérale. Donc, c'est surtout la coordination de plusieurs muscles. Donc, si au total, l'aire corticale prémotrice prépare un plan moteur, donc c'est la planification, donc s'effectue au niveau du cortex moteur. L'aire supplémentaire prépare la coordination du mouvement complexe bilatéraux. Donc, je reprends.
Au total, l'aire corticale prémotrice prépare un plan moteur. L'aire supplémentaire prépare la coordination des mouvements complexes bilatéraux et l'aire motrice primaire se charge de l'exécution du mouvement. Donc, c'est la fonction de chaque partie du cortex moteur. Donc, prémoteur, c'est la planification pour effectuer un plan, planification et organisation d'un plan moteur. Pour l'aire motrice supplémentaire, c'est la coordination des mouvements complexes bilatéraux et l'aire motrice primaire se charge de l'exécution du mouvement. On passe maintenant à l'odologie. Donc, on commence par les différences. Différence principale du cortex moteur est l'officeau cortico-spinal et cortico-bulbaire, formé par les axons de neurones pyramidaux des couches 5 et 7. Donc, on a déjà dit que les cellules pyramidaux, ou bien les cellules pyramidales, se trouvent au niveau de la couche 5 et 6 du cortex cérébral. Donc, c'est à partir de ces cellules que naissent le faisceau cortico-spinal et cortico-bulbaire. Donc, ces axons sont ici pour 60% du cortex primaire, 30% du cortex prémoteur et préfrontal et pour 10% du cortex pariétal. Il faut noter que seulement 3% de l'ensemble de fibres provient des cellules de l'aire 4. Ensuite, ces axons passent dans la capsule interne, puis dans le tronc cérébral où une partie constitue la voie cortico-bulbaire et les fibres restantes composent la voie cortico-spinale. Donc, on a ici, on commence par la voie cortico-spinale. Vous voyez ici, les fibres de cette voie se terminent dans le bulbe brachydien au niveau du noyau moteur contralatéraux du nerf crânien qui contrôle la motricité volontaire du muscle de la face. Donc, la voie cortico-bulbaire, c'est pour le contrôle de la motricité volontaire du muscle de la face. Donc, vous voyez ici, à partir voilà, ici, à partir du cortex moteur, vous voyez ici, ça descend au niveau de la capsule interne, puis arrive au niveau des noyaux moteurs contralatéraux du nerf crânien, et de ces nerfs vers de ces noyaux vers les muscles de la face. D'accord, donc la voie corticospinale, c'est pour le contrôle de la motricité volontaire des muscles de la face. Donc, il y a également la voie corticospinale. Ces fibres se distribuent à l'ensemble des motoneurones ou interneurones contralatéraux de la moelle épinière. Il existe deux voies corticospinales. Donc, pour la voie corticospinale, on trouve deux voies.
Vous voyez ici, donc, il y a deux voies cortico-spinales. On va les détailler. Donc, il y a le faisceau cortico-spinal croisé ou bien latéral et également le faisceau cortico-spinal direct ou ventral. Pour le faisceau cortico-spinal croisé, il constitue de 80% des fibres. Donc, c'est la plupart des fibres constituent le faisceau cortico-spinal croisé. Ces fibres croisent la ligne médiane au niveau du pyramide bulbaire. Donc, ils croisent la ligne médiane, vous voyez ici, au niveau des pyramides bulbaires. Donc, ces faisceaux constituent de 80% des fibres et elles croisent la ligne médiane au niveau des pyramides bulbaires, vous voyez ici, vers le côté opposé et descendent dans la moelle par le faisceau corticospinal, ce qu'on appelle croisé. Il se termine directement sur les motoneurones et les interneurones médulaires des noyaux moteurs des muscles distaux, avec une nette prédominance pour les muscles fléchisseurs. Donc, vous voyez, le plus important de ce faisceau corticospinal croisé, c'est premièrement qu'il est constitué de 80% des fibres, qu'il croise la ligne médiane au niveau des pyramides bulbaires et passe au côté opposé, puis arrive au niveau du motoneurone et les interneurones médulaires des noyaux moteurs des muscles distaux. Donc, il faut retenir ça. Les trois points importants, donc, c'est constitué de 80%. Il croise la ligne médiane au niveau des pyramides bulbaires, puis au niveau des motoneurones, assure ou bien se termine au niveau des motoneurones et des interneurones des muscles distaux. Surtout, une nette prédominance, surtout les muscles fléchisseurs. Donc, c'est pour ce qu'il y a pour la voie croisée. Donc, on passe au faisceau corticospinal direct ou bien ventral. Donc, constitué de 20% des fibres et il ne décusse pas. Il faut signaler qu'il ne décusse pas. Vous voyez, à gauche, ça décusse au niveau des pyramides bulbaires. Par contre, ici, à droite, vous voyez que le faisceau descend directement, arrive au niveau médulaire. Ces fibres croisent donc, c'est toujours croisent, ils croisent la ligne médiane, mais pour la voie croisée, c'est au niveau des pyramides bulbaires. Le croisement se fait au niveau des pyramides bulbaires. Par contre, pour la voie directe, le croisement se fait au niveau médulaire. Les fibres donc croisent le plan médian ou bien la ligne médiane et il se termine au niveau du noyau moteur des muscles axiaux. Donc, retenez également pour cette voie que le faisceau corticospinal direct, donc, il est constitué de 20% des fibres. Il ne décusse pas au niveau des pyramides, mais il fait une décussation au niveau médulaire et se termine au niveau des noyaux moteurs des muscles axiaux pour le faisceau corticospinal direct. Donc, syncope au niveau cervical ici, pour montrer qu'il y a également une somatotopie, que les muscles, vous voyez ici, les muscles distaux
ces vers ils sont latérales. Par contre, et les muscles proximaux, ils sont en position médiane. Donc, c'est pour ça les deux faisceaux que vous voyez ici, vous voyez la localisation toujours, elle est latérale. Quand ils croisent, elle est latérale pour asserrer les muscles distaux et pour la voie directe, vous voyez que également c'est de localisation médiane. Donc c'est pour ça, vous voyez cette somatotopie, toujours les muscles ou bien les neurones qui innervent les muscles distaux, c'est en latéral, et en médiane, c'est les muscles qui innervent, c'est les motoneurones ou bien qui innervent les muscles, c'est les neurones plutôt, les neurones qui innervent les muscles proximaux. Donc, il existe d'autres efférences des cortex moteurs, sont des collatérales, des axones corticospinaux se projetant sur les cellules pyramidales voisines, collatérales récurrentes, ce qu'on appelle les collatérales récurrentes. Il y a des axones destinés au noyau codé, au putamen et au noyau rouge, à la formation réticulée et au noyau des ponts. Et à partir de ces structures, des voies descendantes gagnent la moelle épinière. Donc, c'est des autres axones, des autres efférences des cortex moteurs. Vous voyez ici la décussation, ce qu'on a parlé, la décussation au niveau des pyramides bulbaires, la voie corticospinale croisée,